coordonnées. C'est la magie. Avec ça. Ok, bonjour à tous déjà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo sur l'allergie et l'anaphylaxie aux urgences. Donc pour ça, je me suis principalement inspirée de ce texte, qui sont les dernières recommandations de plusieurs sociétés savantes qui datent de 2016. Et puis au final, en tout cas pour moi, on regroupe un peu tout ce qu'on doit savoir sur pour traiter une allergie ou une anaphylaxie aux urgences. Donc, il y en a qui l'ont déjà, qui connaissent ces tests-là, qui l'ont déjà vu, qui s'en servent déjà. Non. Ok. Et après, j'avais complété avec ça. Bon, très rapidement, un peu d'épidémiologie. L'allergie, c'est la quatrième maladie chronique dans le monde. Donc, normal qu'on en ait pas mal au niveau des urgences. C'est des choses qui sont en augmentation ces dernières années. En France, il y a le réseau Allergovigilance qui est mis en place. J'ai l'impression qu'on en fasse vraiment quelque chose qui est censé qui est censé je vais y arriver, qui est censé reprendre tous les cas sévères. C'est du déclaratif. Je pense qu'il y a un peu de manque de participation. Et quand on avait regardé avec Rémi sur les passages des urgences de l'année 2020, il y avait 216 passages aux urgences, donc pédia et adultes, confondus pour les motifs allergie, choc allergique ou anaphylaxie. Donc, 216 passages, ça fait un peu moins d'un passage par an. Donc, la définition de l'allergie, c'est le dérèglement du système immunitaire qui correspond à une perte de tolérance vis-à-vis de substances a priori inoffensives, donc du coup qui sont appelées des allergènes. Donc, ça, je pense que c'est un peu très clair pour tout le monde. Concernant l'anaphylaxie, du coup, est-ce qu'il y en a qui sont capables de donner la définition d'anaphylaxie par rapport à l'allergie? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous savez faire la différence un petit peu entre les deux ou pas? Qui fait d'avoir, il me semble, si je confonds avec ce qu'on a de choc anaphylaxie, mais le fait d'avoir on va avoir parmi une certaine liste d'éléments, de choses qui ne vont pas, comme l'hypotension, le vomissement, les sinusites, je ne sais plus si dans les sinusites, ça ne rentre pas dedans. Ça peut en faire partie. Ouais, il y en a un, j'ai oublié, c'est le respiratoire. Du coup, c'est pas mal, je veux pas où tu vas en venir et de quoi tu vas nous parler comme tableau. Du coup, l'anaphylaxie, en fait, ce qui la caractérise surtout, c'est le fait que ça soit sévère. Donc, la définition de l'anaphylaxie, c'est une réaction d'hypersensibilité systémique généralisée sévère et qui peut du coup engager le pronostic vital. Elle survient quelques minutes à quelques heures suivant l'exposition à un facteur déclenchant. Et donc, en effet, normalement, nous, dans notre langage, on utilise encore énormément la définition de choc anaphylactique. Mais en fait, une anaphylaxie, c'est une réaction sévère. Et après, en effet, elle peut être sévère parce qu'elle a une atteinte hémodynamique, parce qu'elle a une atteinte respiratoire, ou est-ce qu'elle a une atteinte digestive. Le tableau, je pense que tu connais Marina, c'était celui-ci. C'est les critères de Sansom qui sont assez sensibles, parce qu'ils ont une sensibilité de 97%. Et en fait, en fonction, c'est de savoir, en fait, le 1, le 2, le 3, c'est savoir si on n'a pas d'allergène connu, s'il y a un probable allergène ou s'il y a un allergène connu. Et du coup, en effet, c'est ça. C'est les atteintes respiratoires, les atteintes hémodynamiques, les atteintes gastro. Et puis, si on a un allergène connu, juste une hypotension, si on a une exposition à un allergène connu et une hypotension, ça suffit à dire qu'on est dans le cadre d'une anaphylaxie. Si on n'a pas d'allergène connu, ce qui met beaucoup la puce à l'oreille, c'est une atteinte cutanée muqueuse de type urticaire, qui est très spécifique de l'allergie. Et ça, du coup, si on s'est associé à une hypotension ou une atteinte respiratoire, c'est assez spécifique. Donc, ce petit tableau-là, quand vous avez un doute sur l'anaphylaxie, c'est bien de le ressortir et dans les recommandations qui sont facilement accessibles. Et ça vous permet de classifier complètement différent d'une allergie, de quelqu'un qui va vous arriver avec
un urticaire, par exemple, qui du coup est quelque chose de bénin. Donc les atteintes cutanéo-muqueuses, elles sont présentes dans 84% des allergies anaphylaxies. Donc l'urticaire, c'est caractérisé par une éruption papulo-érythémateuse, donc c'est soit très localisé, soit généralisé. Ce qui marque son truc, c'est que c'est mobile, c'est fugace, ça bouge. Et donc ça, c'est très typique de l'urticaire, ça ne se passe pas à la vitropression. Et ce qui apparaît aussi dans les atteintes cutanéo-muqueuses, c'est l'angioedème, le fait d'avoir des gonflements, soit au niveau de la bouche, du derme, à différents endroits. Ça, souvent, c'est malignité et ce n'est pas forcément prolifique. Donc ça, c'est partie des atteintes cutanéo-muqueuses. Dans les autres atteintes, du coup, il y a l'atteinte hémodynamique. L'atteinte hémodynamique, du coup, c'est souvent en deux phases. Une phase hyperkinétique au début, qui est souvent la tachycardie. Dans un deuxième temps, il y a la phase qui s'appelle dipolvolémie relative. Du coup, c'est la perte des résistances, c'est la vasodilatation avec la perte des résistances. Et là, du coup, c'est là qu'elle peut apparaître l'hypotension, du coup, toujours la tachycardie, et puis parfois aussi des troubles du coup, neurologiques, du coup, sur le fait que par bas débit cérébral, en fait, le genre d'attente neurologique est 15%, à savoir que si vous avez, dans le cas d'une anaphylaxie, une bradycardie, c'est un signe de gravité extrême qui peut vraiment vous faire vous agiter, ça peut signer un accident qui arrive. Des atteintes respiratoires, donc soit des atteintes respiratoires de voie supérieure avec un angioedème, soit un œdème de la lubèce, un angioedème du boulevard supérieur, ou alors des voies aériennes inférieures, donc plus la type de bronchospasme, à savoir que les deux peuvent être associés. Les atteintes gastro-intestinales qui sont souvent négligées. On ne pense pas forcément comme signe de gravité, mais c'est dû à la contraction des muscles lisses intestinaux avec une hypersécrétion et le signe de gravité, ça rentre aussi dans le cadre de l'anaphylaxie. Quelqu'un qui arrive qui a mal au ventre dans le cadre de l'exposition à un allergène, ça doit tiquer là-haut et il faut le prendre en charge comme une anaphylaxie et pas juste un traitement symptomatique pour des douleurs abdominales, et on a tendance parfois un petit peu à l'oublier. Cette classification qui traîne encore dans beaucoup de bouquins en MNO, on dit souvent une allergie grade 1, 2, 3 ou 4. Au final, elle n'a pas trop d'intérêt en prise en charge en pratique. Parce qu'au final, du coup, le 1, c'est ce qu'on disait, c'est l'allergie qui au final n'est pas forcément grave. Et après, le 2, 3, 4, c'est des anaphylaxies, c'est forcément sévère. En tout cas, pour la prise en charge thérapeutique, il n'y a pas besoin forcément de faire ça. C'est dur, hein, même nous, dans nos observes, il y a encore cette sorte de grade. Donc là, on nous parlait d'anaphylaxie avec une atteinte hémodynamique, d'anaphylaxie avec une atteinte respiratoire. On veut détailler ça comme ça. La physiopathe, je ne vais pas vous en faire des longueurs ce matin, cette fameuse classification qu'on a tous appris et qu'on connaît encore plus ou moins, plutôt moins peut-être. En tout cas, les allergies, c'est le type 1, et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dédié principalement par les IgE. Donc, en gros, je suis sûre que vous vous souvenez de ça, mais l'anaphylaxie, c'est une réaction d'hypersensibilité qui se passe en deux phases. La première phase, c'est celle qu'on appelle la phase silencieuse, c'est la phase de sensibilisation, avec les IgE qui sont sensibilisés par les lymphocytes B et les plasmocytes dans un premier temps. Donc, ça crée des IgE qui après vont se mettre sur les mastocytes et sur les basophiles, et du coup après quand ils sont réexposés à l'allergène, ça permet de sécréter soit des substances qui sont préformées ou néoformées, donc celle qu'on connaît bien, c'est l'histamine, voilà, la qu'on pourra doser. Tout ça en fait engendre des mécanismes entraîne les symptômes de l'anaphylaxie. Sur les facteurs déclenchants, chez les enfants, c'est principalement les aliments. 65% chez les aliments, chez les enfants, pardon, les aliments, 65% chez les enfants, 20% chez les adultes.
les médicaments, 5% chez l'enfant, 22% chez l'adulte, et puis après, les autres choses qui sont très pourvoyeuses d'allergies, c'est les venins d'insectes et les piqûres immunitaires. Et dans 20% des cas, ce qui est quand même pas mal, dans 20% des cas, il n'y a pas d'étiologie retrouvée. Parfois, même en posant bien l'interrogatoire, parfois on n'arrive pas forcément à savoir d'où ça vient. Donc, il ne faut pas hésiter même à demander aux gens si on va changer de lessive, de parfum. C'est vraiment un interrogatoire assez minutieux. Après, j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est pas facile de retrouver sans test de la ça reprend ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, du coup, dans l'enfance, c'est beaucoup l'alimentation, et puis après, plus on vieillit, plus c'est les médicaments qui sont pourvoyeurs d'anaphylaxie. Alors ça, c'est ma petite fiche qui n'est pas la bonne valeur, c'est celle de la SFMU, qui sont dans les recommandations dont je vous ai parlé, qui sont, en tout cas, moi, je trouve très bien faites et très claires. Et du coup, là, c'est un résumé de la prise en charge de l'anaphylaxie. Donc là, on enlève l'allergie pas grave, et l'anaphylaxie, dès qu'on a une atteinte cardiovasculaire, respiratoire ou des signes gastro-intestinaux. Ça résume la prise en charge. On va essayer de détailler un petit peu tout ça ensemble. Donc la première partie, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, c'est vraiment le médicament phare de la prise en charge de l'anaphylaxie. Donc si vous avez une atteinte cardiovasculaire ou respiratoire, je vous ai détaillé tout à l'heure, une hypotension ou un angioedème, un œdème de la muette, en bronchospasme, c'est très important. Il ne faut pas réfléchir pendant bien longtemps, il n'y a pas de contre-indication, c'est l'adrénaline IM, du coup. Alors, on fait 0,5 mg IM, ça va être fait le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible. La voie intraveineuse, elle n'a pas d'implication en première intention. Quand vous recevez votre patient, même si vous le mettez à l'assaut et que ça va aller très vite, et ben en fait, vous préparez vos 0,5 IM, le temps de poser la verge, tout ça, vraiment, ça sera très bien toléré en IM. Il faut avoir, je pense, en tout cas, la IM très facile. Voilà, donc c'est un jour, maintenant que vous avez en plus passé pas mal à l'assaut, c'est bien de savoir manier aussi ce médicament. J'ai pas pensé la petite chose, mais du coup, c'est que du 1 dans 1 ce qu'on a. Donc, c'est soit des ampoules de 5, soit des ampoules de 1. Puis, il faut faire c'est du pur. Voilà, je sais que j'ai des liens, et puis c'est tout bon. Et du coup, pas de contre-indication, hein, même chez la femme enceinte. Et du coup, chez l'enfant, c'est 0,01 mg/kg. Si du coup on fait plus sur les détresses cardiovasculaires, on suit l'arbre des petits repos de la SFMU. Ce qu'ils disent, c'est que donc, si on a il faut mettre de l'oxygène forcément si le sature, on peut mettre les pieds en l'air en position de traîner lourd pour faciliter le retour veineux. On lance un remplissage. Et si, donc tout ça après avoir fait la IM, si ça ne répond pas, on peut refaire 0,5 IM. Si après on se dit que là vraiment ça va prendre du temps et que malgré 2 fois 0,5 IM, on peut passer à la titration IV, soit titration IV, soit directement mettre de l'adrénaline en IVSE. On commence à 0,05 gamma kilo-minute. Je pense qu'il vaut mieux quand même faire en IVSE. L'adré en titration, il faut vraiment être. C'est pas forcément toujours hyper bien toléré, les gens le ressentent. C'est pas des sensations très agréables. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire des IM en bolus et puis après installer, si on sent que ça va merder, on prépare son IVSE. Et comme ça, après, on a une dose, dose continue. Et après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, ouais, donc du coup, IV, on continue, il n'y a pas de réanimateur, et puis c'est vraiment, on arrive à des doses très importantes d'adré, on saurait la noradré. C'est vraiment des cas extrêmement sévères. La prise en charge de la détresse respiratoire, donc on distingue les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Si c'est les voies aériennes du coup supérieures, on va mettre de l'adrénaline en aérosol, 5 mg chez l'adulte et puis du 0,1 mg/kg chez l'enfant.
Si c'est des voies aériennes inférieures, et ben, du coup, c'est surtout qu'on traite le bronchospasme, donc soit Bécamil, soit ventoline à 5 mg aussi. On va mis dans 5 millilitres. Et pareil, en fait, là, vous voyez, il redit encore, si pas de réponse, il faut discuter de nouvelle adrénaline IM. Plutôt que de faire de l'arrêt. On fait d'abord de l'IM avant de l'IVS ou quoi que ce soit. Il y a la corticothérapie, souvent on annonce en même temps des débuts de la prise en charge, mais c'est pas la corticothérapie, c'est pas un médicament d'urgence, elle ne va pas trop nous aider sur la phase aiguë, elle a surtout le délai d'action est en retard plusieurs heures, c'est environ 3-4 heures pour que ça agisse la corticothérapie. C'est surtout un intérêt pour l'effet rebond, l'effet biphasique, qui est très fréquent dans les anaphylaxies, et donc il faut se méfier, on en aura de la surveillance. La dose, du coup, vous pouvez donner par voie orale ou par voie IV en fonction de l'état général de votre patient. Le délai d'action, c'est le même, l'efficacité, c'est la même. Donc, soit un 2 mg kilo de prénénolone, donc de subuprène, ou alors par voie IV. L'efficacité de ce que j'avais vu la dernière fois, c'est un peu débattu. Mais bon, en tout cas, sur la prévention de la réaction biphasique, elle est toujours préconisée. Il y a certains qui discutaient un petit peu tout ça, mais en tout cas, elle est toujours recommandée. Les antihistaminiques, on peut les mettre aussi pour apparaître en troisième ligne, parce que c'est pareil, le monsieur arrive en hypotension ou hypotendu ou avec un énorme bronchospasme, mais ce n'est pas ça qui va forcément lui sauver la vie, mais ça aide. Les antihistaminiques, il y a deux classes. Il y a les anti-H1 et les anti-H2 qu'on va voir sur la diapo d'après. Dans les anti-H1, il y a deux générations. Donc, dans la deuxième génération, c'est ceux qui sont entraînent un petit peu moins de somnolence et moins d'effets arythmogènes. Donc, bon, ceux qui sont connus, c'est l'acétylrésine qu'on utilise pas mal, l'oxytal, l'Aerlus. Ça c'est la deuxième génération. La première génération, il y a la polaramine, la Tarax. On peut associer les deux, notamment dans une allergie pas grave, je sais pas qu'il y a vraiment un petit cadre qui s'éteint. C'est possible d'associer une première et une deuxième génération. Les gens qui reviennent nous voir parce que leur facteur déclenchant qui n'y arrive pas, ça peut être une solution d'associer les deux. Les anti-H2, on en parle un peu moins, on les utilise moins. En fait, les anti-H2, ils étaient utilisés avant qu'on ait les IPP. En fait, ils agissent à ce niveau-là, ils ont la sécrétion acide. Ils ont la sécrétion acide et ils ont un effet aussi qui peut aider dans les allergies. Seuls, ils n'ont pas d'effet et en fait, ils peuvent être associés avec les anti-H1. Dans les urticaires, ça c'est principalement les urticaires chroniques rebelles. Donc là, on sort un peu de l'anaphylaxie. On parle un peu de tous les médicaments, mais plutôt dans les urticaires qui traînent. A priori, de ce qu'on avait discuté, il y avait l'Azanta qui est dispo ici au char, en anesthésie, donc il y en aura en tout cas sur le char sur les autres, je me suis pas forcément renseignée. Donc ça, c'était pour tout ce qui était plutôt thérapeutique. Ensuite, parce qu'on ça traîne beaucoup dans les bouquins et qu'on le fait très peu, les dosages de l'histamine et la tritase, donc en fait, l'histamine, c'est de moins en moins il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu avec le dosage de l'histamine. Ce qui est surtout préconisé, c'est quand même le dosage de la tritase, des dosages répétés. Donc, normalement, c'est le premier à la phase vraiment aiguë, entre 30 minutes et 2 heures, et le deuxième, c'est 24 heures après, pour confirmer le diagnostic d'anaphylaxie. Ici, je le fais très peu, et c'est pas bien, mais c'est qu'on l'a rarement fait. Donc, en tout cas, il peut être fait. C'est juste que ça part à Paris, que ça revient sous 7 jours. Donc, c'est vrai que pour un critère d'urgence, ça manque un petit peu d'intérêt, mais ça peut quand même être bien de penser à le faire si après les patients sont revus une charge, ça peut vraiment être intéressant. Et après, pour ce qui est de l'histamine et les IgE, je pense que c'est déjà, on arrive à se concentrer sur la tritase, celui qui est le plus intéressant, parce qu'après les IgE, c'est des trucs spécifiques à l'antigène qui peuvent être faits à d'autres phases avec
un allergologue, parce qu'en fait, au début, ça peut se révéler négatif. Pour la surveillance, du coup, comme je vous disais, il y a la surveillance d'une allergie ou d'une anaphylaxie même qui évolue très bien. C'est minimum 6 heures. Même une allergie simple qui arrive avec juste un petit angioedème, on n'est pas forcément inquiet, un angioedème assez localisé, c'est 6 heures, justement pour éviter l'effet biphasique dont on a déjà parlé au moment de la corticothérapie. On garde les patients 6 heures et après 6 heures, s'ils sont bien, on peut les laisser rentrer à la maison avec des consignes de surveillance. Si en revanche, il y a eu des signes de gravité, des prises en charge à l'assaut, avec même des hypotensions, et si elles n'ont pas duré très longtemps au début, ou des bronchospasmes, c'est 24 heures de surveillance. Et dès qu'il se repasse un événement, par exemple, notamment pour les faits de 6 heures, si se repasse quelque chose à H5, on refait 6 heures. Donc, il faut vraiment être très vigilant sur la surveillance pour pas que les gens nous reviennent en boomerang ou encore plus grave. Donc, quand votre patient sort, donc tout ça, c'est encore dans le truc de la recommandation. Il y a ce papier de consigne à la sortie des urgences qui est assez complet, et si vous prenez le pli de suivre ça et de l'imprimer pour votre patient, vous assurez la sécurité du patient et c'est vraiment très clair. Donc ce qu'il faut leur dire, c'est de consulter un allergologue. Il n'y en a pas énormément sur l'île de Cayenne. Il y en a un petit peu, il faut quand même les pousser à aller voir un allergologue pour faire un bilan, notamment si on n'a pas retrouvé de facteurs déclenchants, ou si après il peut y avoir des cas où on peut désensibiliser. Il faut prescrire de l'adrénaline auto-injectable. Donc, il y a 2 formats, il y a 2 posologies, c'est soit du 150 gamma, soit du 300 gamma chez les enfants de plus de 25 kg et chez les adultes. Il faut aussi leur prescrire des antihistaminiques et des corticoïdes. Et en fait, là, sur le côté, si vous imprimez cette petite feuille-là, en fait, c'est tout bien détaillé. Les signes allergiques qui doivent faire prendre un antihistaminique, ce qui doit faire prendre aussi un corticoïde, ce qui doit faire appeler le 15. Enfin, c'est super bien détaillé. Donc, si après, vous prescrivez tout ça à vos patients et que vous leur imprimez ça, après, ils sont super autonomes pour la sortie. Il y a même les consignes d'explication pour les 2 marques qui existent, des stylos auto-injectables, avec tout comment faire pour quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'a aucune formation médicale. Donc ça, c'est bien de leur expliquer plutôt que de juste leur donner l'ordonnance, même si après, il y a des explications qui sont données à la pharmacie, mais ça ne mange pas de pain de réexpliquer pendant 2-3 minutes tout ça. Donc ça, c'est surtout ce qui était anaphylaxie. Je fais juste une toute petite parenthèse à la fin sur l'angioedème à la bradykinine, qui est un diagnostic différentiel de l'allergie. Ils ont il y a différentes origines de l'angioedème à la bradykinine. C'est soit héréditaire, soit acquis, et ça peut être secondaire à des traitements. Cliniquement, en tout cas, ils ne sont pas au plus provisioneux. Il n'y aura jamais d'urticaire associé, c'est souvent asymétrique et ça ne s'accompagne pas de fièvre. Le traitement il est complètement différent. Souvent, c'est des gens qui ont été traités comme une allergie et ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ils reviennent pour des signes qui persistent. Le traitement, c'est l'exacil idéopéros 1 gramme par 6 heures dans les cas qui sont un peu graves. S'il y a des critères de gravité, ça ne passe pas sous l'exacil. Le médicament qu'on utilise, c'est soit du concentré de C1 inhibiteur. Alors, peut-être l'angioedème à la bradykinine, souvent c'est un déficit de C1 inhibiteur. Donc, soit du concentré, soit le Firazyr. Même si la plupart du temps, c'est du Firazyr. C'est un médicament qui coûte extrêmement cher. Il faut le demander à la pharmacie. Donc, il faut bien réfléchir quand est-ce qu'on va le faire. On arrive à l'avoir, on l'a facilement, mais c'est bien souvent, soit quand c'est un cas grave, on peut directement avec le Firazyr. Sinon, par contre, on peut se laisser un petit peu de temps avec l'exercice pour voir si ça diminue. Donc ça, vous en verrez, si vous n'en avez pas déjà vu sur le temps du semestre. Souvent, c'est des cliniques qui sont en plus très là, il y a vraiment des énormes angioedèmes. C'est assez
Ça peut être assez impressionnant, puis souvent les patients sont un petit peu inquiets, ça met du temps ça peut mettre du temps. On a bien mon observation et ça met quand même du temps à dégonfler. C'est surtout la face. Ouais, surtout la face. Et parfois les mains. Ouais. Et par rapport à ça, et l'origine iatrogène du coup sur les ulcères à deux, c'est pas forcément suite à une introduction récente de traitement. Non, en fait, ça peut être aussi. La plupart du temps, je pense que c'est dans l'année qui suit, dans la majorité des cas, mais parfois, parfois ça peut être plus tardif. Ouais, parfois ça peut être plus tardif. Après, c'est souvent difficile de faire la part des choses. Pareil, en début, on n'arrive pas trop à savoir. Ce qui peut être bien, là, je suis vraiment en charge ici, c'est on peut quand même faire les dosages pareil, on ne le fait pas aux urgences. L'intérêt, il n'est pas tant pour nous que pour le patient, de doser, le complément, je crois, et le STIM inhibiteur. Et après, c'est les dermatos qui peuvent revoir en consulte et pour récupérer ça met du temps à revenir. Hein, peut-être même plusieurs semaines, pareil, ça part à Paris. Et moi, quand ils revoient les dermatos, si on a cet élément-là, ça permet déjà de statuer dans quel cas il se trouve et si on ne s'est pas trouvé sur le diagnostic et du coup, pouvoir mieux agir les prochaines fois. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, c'était clair. En tout cas, moi, si j'ai un message à vous faire passer,